Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis encore une fois avec Julien. Bonjour tout le monde. Et avec FX. Hello. La semaine dernière, nous nous étions laissés à Creux de Crique où nos amis hobbits avaient pu profiter d'une dernière soirée entre les murs rassurants d'une salle de bain hobbit, et puis s'étaient couchés une ultime fois dans des lits confortables et chauds. Aujourd'hui, prenez votre bâton et armez-vous de courage, car nous nous dirigeons pour de bon vers Foncombe. Mais pour cela, nous allons devoir traverser la vieille forêt. Au menu, des arbres semblant parler, des chemins semblant changer, et l'apparition d'un étrange personnage aux bottes jaunes et à la veste bleue. Nous finirons notre étape en discutant de certains messages que nous avons reçus les semaines précédentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou en nous suivant sur Facebook ou Instagram. Si vous aimez votre voyage avec nous, parlez-en autour de vous et notez-nous sur des plateformes, cela nous aide grandement. Alors sans plus attendre, allons-y. Chapitre 6. La vieille forêt. Frodon se réveilla brusquement. Il faisait encore sombre dans la chambre. Merry se tenait là, une bougie à la main, cognant sur la porte de son autre main. « Qu'est-ce que c'est » dit Frodon. « C'est qu'il est temps de se lever » fit Merry. « Sam prépare déjà le petit déjeuner, et Pipin est même déjà debout. Je vais sceller les chevaux et je reviens vers toi. Toi, réveille ce tir au flanc de gros lard. Il doit au moins se réveiller pour nous dire au revoir. » On apprécie toujours... Et Sam qui a déjà été fait le petit-déj, quel héros. Mais la délicatesse du gros lard. Peu après 6 heures, les 5 hobbits glissèrent furtivement hors de la maison. Merry prit la tête, menant le poney de charge. La compagnie s'achemina le long d'un sentier qui traversait un bosquet derrière la maison et puis coupait à travers champs. L'air était encore frais, les feuilles des arbres goûtaient des perles d'eau, tout était au repos. Seuls quelques bruits lointains leur parvenaient avec une étrange clarté. Les caquettements des volailles, des portes qui claquaient. Ils allèrent chercher les poneys dans leur écurie, se mirent en selle et s'en allèrent à travers la brume. Après 1 heure de chevauchée lente et silencieuse, ils arrivèrent à la haute haie. Elle était couverte de toiles d'araignée argentées. Frédégar, qui les avait accompagnés jusque-là, demanda alors aux autres hobbits comment ils allaient traverser la muraille de feuilles. « Suivez-moi » dit Merry. Ils suivirent la haie sur la gauche et arrivèrent bientôt à un endroit où elle s'incurvait. Un passage avait été creusé dans la haie et descendait vers un tunnel qui arrivait visiblement de l'autre côté. Une arche de briques avait été construite pour maintenir la trouée. Frédégar Bolger s'arrêta et, après leur avoir dit au revoir et de bien faire attention à eux, Frodon lui rappela de dire à Gandalf de presser le pas quand il le reverrait. Il faisait humide à l'intérieur du tunnel sous la haie. Ils arrivèrent bientôt à une grosse grille métallique que Merry ouvrit à l'aide d'une clé. Ils traversèrent le passage et Merry referma la grille derrière eux dans un claquement sinistre. « Voilà ! Vous avez officiellement quitté la comté. Nous sommes à l'orée de la vieille forêt. Les histoires que l'on raconte sur cette forêt sont-elles fondées » demanda Pipin. « Je ne sais pas de quelle histoire tu veux parler » répondit Merry. « Si tu parles des histoires de croque-mitaines, de gobelins ou d'autres créatures, je dirais que non. Ceci dit, la forêt est vraiment bizarre. Tout ici est plus vivant, plus conscient qu'ailleurs. Les arbres n'aiment pas les étrangers. Ils surveillent. La plupart du temps, du moins le jour, ils ne font pas grand-chose. Les plus hostiles font parfois tomber une branche ou s'accrochent à vous avec une longue liane. Mais la nuit, ça peut devenir très affolant. Les arbres semblent chuchoter entre eux, s'échangent des conspirations dans une langue étrange. On raconte que les arbres se déplacent bel et bien. Ils peuvent se regrouper autour des étrangers. En fait, jadis, ils ont même attaqué la haie. Ils sont venus se planter juste à côté et se sont penchés au-dessus. Mais les hobbits sont arrivés et ont abattu des centaines d'arbres et ont fait un grand feu de joie dans la forêt, en plus d'incendier une longue bande de terre à l'est de la haie. C'est quand même assez génocide. Donc les hobbits, c'est le Ku Klux Klan pour la forêt. Et en même temps, la forêt, même la forêt en comté, elle aime pas les étrangers. Enfin, ils sont super cohérents. Tous les étrangers, ça va pas. Ouais, je sais pas, c'est drôle. Je sais pas quelle conscience donner à ces arbres. Du coup, ils parlent quand même beaucoup. Enfin, ils sont vraiment. J'ai fait mes recherches. Apparemment, quand même, la langue de la forêt, c'est l'entique. Donc, visiblement, ils parlent entre eux en entique. En broaroum. Voilà. Au-delà des arbres, parce que je sais pas si c'est vraiment dit clairement, mais je pense que les Ents peuvent parler aux arbres même qui ne sont pas entiques. Je crois qu'il y a vraiment... Oui, ils communiquent. Oui, ils peuvent communiquer, Ouais, oui. ouais. Mais à savoir, parce que les Ents, sont censés être à Fangorn, mais est-ce qu'il y en a aussi dans cette forêt-là, Les du Ents coup ouais. Je crois pas qu'il y a d'Ents dans cette C'était forêt. la question aussi, quand Sylvebarbe rencontre Merry et Pipin plus tard.
il leur demande si, de leur côté, il n'y aurait pas eu des arbres Ent femelles, parce que ce serait dans cette direction-là qu'elles auraient été il y a très longtemps, et qu'ils les ont perdues de vue, mais il y a visiblement une conscience, en tout cas, des arbres qui est toujours là. Ouais, en tout cas, ils parlent entre eux, etc., mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'arbres humanoïdes à proprement parler, donc d'Ent. Parce qu'en soi, ce sont les bergers des arbres, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait à plus d'endroits que dans Fangorn, et c'est vrai que moi, de me souvenir de ma première lecture, c'est vraiment des questions que je me posais. Je fais, en fait, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense de la civilisation, en tout cas de ces hobbits. Et du coup, il y a probablement... Enfin, la magie, surtout, les arbres, évidemment, qui peuvent communiquer, toute cette forêt magique, elle est vraiment au bout du jardin, quoi. Du coup, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des Ents, mais je ne pourrais pas en avoir... Elle est au bout du jardin, et eux, les hobbits, refusent d'aller vers ça parce qu'ils veulent pas en avoir conscience vraiment, à part visiblement la famille de Merry et tout ça qui vont de temps en temps se balader là-dedans, mais les hobbits ont décidé de se tenir à l'écart On comprendra rapidement aussi qu'ils avaient plutôt bien fait. Oui, c'est vrai, mais en tout cas voilà, un bon rappel que les hobbits ont quand même fait un gros génocide d'arbres, et pour bien montrer à la forêt qu'ils les emmerdaient, ils ont brûlé leurs potes au milieu d'eux, voilà, laissant d'ailleurs une clairière à l'endroit du feu. Donc Merry continue. Après donc, le génocide des hobbits, enfin les arbres par les hobbits, les arbres ont abandonné l'assaut, mais ils sont devenus très hostiles, on peut les comprendre. Il reste un grand espace dénudé à l'endroit du feu de joie, non loin à l'intérieur. Donc voilà, il explique ce que je viens de dire. Quelque chose trace des sentiers aussi, mais ceci semble changer de place. Il y avait il y a longtemps un sentier assez large qui menait à la clairière du feu de bois. C'est ce sentier que je vais tenter de retrouver. Les hobbits pénétrèrent alors dans la forêt, et bientôt la haie disparut derrière eux. Devant eux, ils ne voyaient que des troncs, de taille et de forme innombrables. Seul Merry paraissait enjoué. Ils choisirent un chemin parmi les arbres, les chevaux les suivaient péniblement en évitant les racines entortillées partout. Il n'y avait pas de broussailles. Mais le terrain ne faisait que monter, et la forêt se densifiait. Il n'y avait aucun son, ni murmure, hormis le bruit des feuilles. Malgré tout, ils avaient tous le sentiment d'être observés, et cette sensation ne cessait de croître. Ils se surprirent même à regarder brusquement derrière eux, comme s'ils craignaient que quelqu'un les attaque par surprise. Aucune trace de sentier ne semblait paraître, et les arbres semblaient leur couper la route. Bientôt, Pipin s'exclama sans prévenir « Hé là, je ne vais rien faire, laissez-moi passer, vous voulez-vous » Les autres s'arrêtèrent stupéfaits. Oh, « Je ne crierais pas si j'étais toi, dit Merry. Cela fait plus de mal que de bien. » Frodon commençait à se demander si traverser cette forêt avait été une bonne idée. Merry semblait maintenant perdu. Pipin, le remarquant, lui lança « Tu n'as pas tardé à nous égarer, Merry. » Merci Pipin pour cet encouragement. Mais il ne répondit pas, et il montra les arbres devant lui. Derrière les arbres se trouvait la clairière du feu de joie. Les hobbits, en la voyant, y pénétrèrent rapidement, et à leur grande surprise, le ciel bleu apparut au-dessus de leur tête. L'endroit était horrible. Il n'y avait que des herbes drues et quantité de plantes hautes. Mais à côté de la forêt, l'espace paraissait idyllique. L'endroit redonna courage aux hobbits qui repérèrent un sentier tracé qui s'enfonçait à nouveau dans la forêt de l'autre côté de la clairière. Enfin, ils le suivirent alors. Le chemin continuait de monter, mais les hobbits avaient maintenant plus d'entrain et allaient plus vite. Il semblait que la forêt s'était ravisée. Mais ce moment d'accalmie ne dura pas longtemps. Bientôt, il s'est mis à faire très chaud, et il semblait que les arbres s'épaississaient encore. Très vite, plus aucun son ne leur parvinrent, seul le bruit des sabots des chevaux les environnait. Frodon voulut chanter une chanson pour redonner de la force à la compagnie, mais seul un murmure sortit de sa bouche. « Ô voyageurs des sombres bois, ne flanchez pas, car si noirs qu'ils soient, tous doivent un jour prendre fin, voir le soleil les passer enfin, le soleil couchant, le soleil levant, la fin du jour ou le jour naissant, car à l'est ou à l'ouest, tous les bois meurent. » À l'instant où il prononça ces derniers mots, « meurt », sa voix défaillit. L'air était devenu terriblement lourd et l'élocution pénible. D'un coup, juste derrière eux, une grosse branche tomba d'un vieil arbre les surplombant et vint se fracasser dans le sentier. Les arbres parurent alors se rapprocher. « Ils n'aiment pas que tu leur parles de prendre faim ou de mourir, dit Merry. Je m'abstiendrai de chanter pour l'instant. Attends que nous ayons traversé, alors nous pourrons nous retourner et leur claironner notre meilleur refrain. » Il parlait avec tant d'entrain que malgré le fait qu'il éprouvait une inquiétude sérieuse, les autres ne le remarquèrent pas. Mais les trois hobbits étaient découragés. Frodon semblait
avoir un lourd fardeau sur sa poitrine, et chaque pas lui faisait regretter davantage d'avoir même songé à défier la menace des arbres. Et on se rappelle que dans le chapitre précédent, Fred Edgar Bolger les avait prévenus que, à la même heure, le lendemain, ils allaient regretter d'être rentrés dans la forêt. Donc malgré tout, Fred Edgar, malgré sa couardise apparente, avait quand même une certaine forme de sagesse. Voilà. Ça, n'importe qui aurait pu le prévoir. Hein. Oui, mais enfin, voilà. Il avait raison de ne pas vouloir s'aventurer là-dedans. Quoi. Ouais. Enfin, avait-il le choix? Ça, c'est la question. Encore une fois, on va aborder la question du choix et de la destinée. Mais... Bref. Il était justement sur le point de s'arrêter, donc Frodon, et de proposer de rebrousser chemin, si c'était encore faisable, que les choses prirent alors une nouvelle tournure. Le sentier cessa de grimper, devenant plat pendant un moment, quand les arbres s'écartèrent, laissant la vue dégagée sur le sentier se déroulant en ligne droite et donnant, là devant, sur une éminence verte, sans arbre, s'élevant comme une tête dégarnie au-dessus du bois qui l'entourait. Alors pour faire un rapide retour sur les Ents, ici je vois en tout cas sur le wiki qu'on parle bien du fait que les Ents sont également en Eriador. Treebeard a apparemment parlé par le passé, donc Sylvebarbe, du fait qu'avant il y avait une énorme forêt en Eriador, c'était quasiment qu'une seule forêt qui aurait été coupée par les Numénoriens pendant le deuxième âge. Donc on peut penser que même si évidemment la forêt n'est plus aussi grande, il pourrait techniquement, selon le wiki, encore en avoir, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais lu aussi, c'est qu'effectivement, à la base, toute cette partie était une énorme, gigantesque forêt, et toutes les forêts, en fait, se reliaient à peu près. Mais elles ont été coupées, du coup, Après, ils en croisent pas, ça m'étonne quand même qu'en se baladant là-dedans, puis ils vont rencontrer le personnage mystérieux juste après, on n'en fait jamais mention, donc... Après, on fait mention d'hommes saules, de personnes, voilà, d'arbres avec une vraie personnalité, mais... On peut imaginer qu'ils sont tellement vieux, ces arbres, qu'ils n'ont plus l'envie ou juste la force de ils se déplacent déjà dans cette forêt visiblement, mais qu'ils n'ont plus le besoin ou l'envie ou la capacité de se personnifier comme des Ents, les Ents se montrer en tant que tels. Les Ents et arbres sont quand même deux choses différentes. Quoi. Oui. Donc, mais il pourrait y avoir des Ents tellement vieux, tu vois, qui sont plus capables de se montrer ainsi. Quand tu vois le temps que ça leur prend de discuter, de dire bonjour, peut-être qu'ils ont un peu la flemme d'aller s'occuper de 4 bits qui arrivent. Après, un coup de branche, c'est fini visiblement. Perchés sur leur poney, les hobbits s'avancent promptement vers le haut de cette petite colline, ravis de prendre de la hauteur afin de contempler la vieille forêt et trouver leur route. Cette butte, vierge de végétation, ressemble vraiment à un sommet de crâne chauve entouré d'une chevelure d'arbres. À défaut d'être au cœur de la forêt, il semble en être sur la tête et scrute donc les alentours. Bien qu'éclairés par le soleil, le brouillard environnant ne les aide pas à voir loin. Merry aperçoit cependant la vallée du Tournesol, un fleuve qui descend des hautes plaines jusqu'à rejoindre le Brandevin. « Là-bas, dit Merry, nous ne voulons pas aller de ce côté-là. La vallée du Tournesol est réputée la partie la plus bizarre de toute la forêt, le centre d'où provient toute l'étrangeté, pour ainsi dire. » Bien qu'ils suivent ce que Merry désigne avec attention, ses comparses ne voient que de la brume s'élevant de la vallée. La forêt serait-elle en train de leur jouer des tours ? Le soleil commençait à chauffer sur leur petite colline. Il devait être 11 heures, mais ils ne distinguaient toujours rien clairement autour d'eux, même au nord, où ils espéraient pourtant voir la route de l'est. Ils étaient sur une île perdue au milieu d'une mer d'arbres, et l'horizon était voilé. Ils avaient beau chercher une direction à suivre qu'il était déjà midi, l'heure du second petit déjeuner. C'est en mangeant qu'ils aperçoivent alors dans le lointain, à l'est, les sommets gris-verts des hauts des Galgal, ce qui les rassure grandement. Non pas qu'ils souhaitent s'y rendre, car ces monts avaient chez les hobbits plus sinistre réputation encore que cette forêt, mais au moins, ils pouvaient à présent se repérer. Ils se mirent en route pour repartir et suivirent le sentier qu'ils avaient emprunté pour monter cette colline, sauf que ce sentier s'incurvait maintenant de plus en plus vers la droite, les menant vers la vallée des Tournesols. Ce n'était pas du tout le chemin qu'ils avaient pris, ni la direction qu'ils désiraient suivre, et ils se dirigèrent donc vers le nord. D'après leurs observations précédentes, c'était la meilleure solution et le terrain semblait plus praticable. C'est ce qu'ils crurent un temps, du moins. Mais plus ils avançaient, et plus les rayons du soleil venaient de directions incohérentes. Les arbres semblaient se resserrer sur leur route. Le terrain se repliait devant eux, là où il avait paru plat quelques mètres plus tôt, créant d'immenses ornières et fossés infranchissables. Les broussailles et buissons ne les aidaient pas non plus, surtout à dos de poney. La forêt semblait tout faire pour les pousser dans une direction. Après 2 heures de marche, ils étaient désormais perdus, et se contentèrent de suivre le chemin que leur soumettait une étrange force, vers l'est et le sud, vers le cœur de la forêt.
L'après-midi touche à sa fin quand il commence à descendre de plus en plus dans la vallée. Le sol devient mou, il marche dans ce qui semble être un marécage, un bruit d'eau se fait entendre, il dévale de plus en plus ce qui se révèle, après coup, être presque une falaise, et ils suivent un cours d'eau dans l'obscurité d'arbres imposants. Mais enfin, comme par un portail, ils voient devant eux le soleil. Ils sont à présent dans un creux de vallée, où coule une rivière aux eaux brunes, bordée de vieux saules. 2 falaises encadrent cette vallée herbeuse. L'atmosphère est lourde et chaude. Les feuilles sont flétries et les branches grincent. « Eh bien, maintenant, j'ai au moins une idée de l'endroit où nous nous trouvons, » dit Merry. « Nous sommes arrivés presque à l'opposé de la direction que nous voulions suivre. C'est ici le tournesol. Bon, je vais aller reconnaître le terrain. » À son retour, il semble avoir trouvé une issue. Il semble qu'il y ait une espèce de sentier. En le suivant, nous pouvons sortir du côté ouest de la forêt. « Ouais, sans doute, » dit Pipin. « Enfin, si la piste va jusque-là, et si elle ne nous conduit pas simplement à un marécage. Qui a tracé le sentier à ton avis, et pourquoi ? Je commence à me méfier de cette forêt et de tout ce qui s'y trouve, et je commence à croire à toutes les histoires qu'on raconte à son sujet. » Mais faute d'autre solution, Frodon, Pipin et Sam suivent Merry sur ce sentier. Celui-ci traverse hautes herbes, roseaux, et s'avère de plus en plus aisé à suivre. Il passe ça et là au-dessus d'autres ruisseaux qui rejoignent le tournesol. La chaleur s'intensifie pour les hobbits, et les mouches se font de plus en plus nombreuses. Chaque pas est plus difficile que le précédent. La somnolence monte en eux comme la sève dans les racines d'un arbre. À présent, ils titubent plus qu'ils ne marchent. « Impossible de faire un pas de plus sans repos, » dit Merry. « Faut un somme. Fait frais sous les saules, moins de mouches. »« Allons, » cria Frodon. « On ne peut pas faire un somme encore. Il faut d'abord nous tirer de la forêt. » Mais tous les autres étaient déjà trop assoupis. Même Frodon était accablé par le sommeil. L'air était toujours lourd, mais silencieux à présent. On n'entendait plus les mouches bourdonner. Était seulement audible un doux son, comme un faible bruissement, telle une chanson murmurée dans le vent. Frodon lève ses yeux alourdis et voit, penché sur lui, un énorme saule, vieux et chenu. Ébloui par la lumière du soleil qui passe à travers les feuilles, il s'écroule. L'arbre est immense. Ses branches, pareilles à des bras tendus aux mains pourvues de longs et multiples doigts, et son tronc, noueux et tordu, s'ouvre en larges fissures qui grincent doucement. Merry et Pipin se traînent pour s'allonger contre le tronc de ce gigantesque saule. Derrière eux, de grandes fissures s'ouvrent davantage pour les accueillir, tandis que l'arbre se balance. Leurs yeux se ferment alors que les feuilles au-dessus de leur tête semblent chanter des mots frais, parlant d'eau et de sommeil. Ils succombent au charme du vieux saule en tombant dans un profond sommeil. Frodon lutte un moment avant de parvenir à se relever. Il a envie d'eau. À moitié éveillé, il gagne l'autre côté de l'arbre, jusqu'à l'endroit de la rivière où les racines s'étirent pour boire. C'est là que, lui aussi sombre brusquement, le dos appuyé contre l'arbre. Sam était le seul encore éveillé. Bien que sentant la fatigue le gagner, il était inquiet. « Allez Sam !»« Go Sam, go Sam !» Dans son inquiétude, il se dit « Il y a autre chose là-dedans que du soleil et de l'air chaud. Ce grand arbre ne me dit rien qui vaille. Il ne m'inspire pas confiance. Écoute sa berceuse à présent. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. » Il se redresse et part chercher les poneys. 2 d'entre eux sont déjà loin sur le sentier. À peine les ramène-t-il près des 2 autres qu'il entend 2 bruits. L'éclaboussement de quelque chose de lourd qui est tombé dans l'eau, un déclic de serrure, comme lorsqu'une porte est doucement refermée. Il court rejoindre Frodon qui était dans l'eau. Une grande racine semblait le maintenir à bas sans qu'il se débatte. Sam l'attrape et le dégage de cette racine. Son maître se réveille presque immédiatement, toussant et s'ébrouant. « Cet arbre m'a jeté à l'eau. Je l'ai senti. La grande racine m'a enveloppé et fait basculer. » « Oh, vous rêviez sans doute, monsieur Frodon. Vous ne devriez pas vous asseoir en un tel endroit si vous aviez sommeil. »« Et les autres ?» demanda Frodon. De l'autre côté de l'arbre, Pipin avait disparu. La fissure dans l'arbre contre laquelle il était étendu s'était refermée sur lui. Merry était coincé dans une autre ouverture jusqu'à la taille. Le haut de son corps était comme avalé dans l'arbre. Frodon et Sam frappent alors le saule, essayent d'écarter les mâchoires qui retiennent Merry, en vain. De toutes ses forces, Frodon assène un grand coup de pied dans le tronc. Un frisson à peine perceptible le parcourt jusque dans ses branches. Les feuilles murmurent alors, avec un son de faible et lointain rire. « Je suppose qu'on n'a pas de hache dans nos bagages, monsieur Frodon ?» demanda Sam. « Pas de hache, mais une hachette, qui ne servira ici pas à grand-chose. » Mais une autre idée lui vint. « On pourrait se servir du feu !» Frodon était dubitatif, au vu du risque de brûler le pauvre Pipin. Sam défend son idée.
On pourrait commencer par essayer de faire mal à cet arbre ou bien lui faire peur. Il fait un aller-retour au poney et revient armé d'une hachette et de 2 briquets à amadou, rassemblant quelques herbes et feuilles sèches et empilèrent le tout avec des brindilles et du bois fendu à côté du tronc, à l'opposé des prisonniers. Aussitôt le briquet allumé, les brindilles prirent feu et crépitèrent, roussissant le tronc. Le saule trembla, siffla de colère. Mary lâcha un grand hurlement, loin à l'intérieur de l'arbre. « Éteignez, éteignez !» cria Mary. « Il va me couper en 2 si vous ne le faites pas. C'est ce qu'il dit. » Un son se fit entendre, comme si un vent s'était levé et se répandait dans les branches de tous les arbres environnants, comme s'ils avaient laissé tomber une pierre dans la quiétude ensommeillée de la vallée. Frodon, sans savoir pourquoi, se mit à courir vers le sentier en criant « Au secours, au secours !» Il entendait à peine sa propre voix. Il était désespéré, perdu et désemparé. Mais soudain, une réponse, du moins c'est ce qu'il lui semblait. Quelqu'un chantait d'une voix profonde et enjouée, joyeuse, insoucieuse, mais les mots étaient dépourvus de sens. Guédol, guédol, dirlurlo, durlo, sotolo, falal, sol. Frodon et Sam, mi-soulagés et mi-affolés, restèrent plantés là. La voix reprit de plus belle. Oh, et viens, Guédol, les jolies dolles, ma chérie, légers vont les tourneaux et le vent étourdi. Là-bas, sous la colline, nos dos s'enlayer, guettons là sur le seuil le soir ensommeillé. Merci. Ce n'est qu'une petite partie, mais ce n'est qu'un début. Incroyable. Frodon et Sam étaient saisis, comme enchantés. Le vent souffla et tout à coup arriva sur le chemin, sautant et dansant, un homme. Il était trop gros et trop large pour être un hobbit, mais n'avait pas tout à fait la taille des grandes gens. Il produisait, ceci dit, assez de bruit pour en faire partie. Il avait un vieux chapeau bossué à haute calotte, orné d'une longue plume bleue plantée dans le ruban. Il allait à cloche-pied, sur de solides jambes aux grandes bottes jaunes, chargeant à travers les herbes et les joncs comme une vache partant s'abreuver. Il portait une veste bleue et une longue barbe brune. Ses yeux étaient d'un bleu brillant et son visage rouge pomme, parcouru de 1000 rides rieuses. Il portait dans ses mains, sur une grande feuille qui lui servait de plateau, un petit tas de lido blanc. « Au secours !» implorèrent Frodon et Sam, courant vers lui, les bras tendus. « Oh là, du calme !» cria le vieil homme, levant une main, et ils s'arrêtèrent net. « Maintenant, mes petits bonshommes, où donc allez-vous ?» soufflant comme des soufflets. « Que se passe-t-il ici, hein ? Savez-vous qui je suis ? Je suis Tom Bombadil. » Ouais, enfin. C'était lui, le personnage mystère. Salut Tom. Dites-moi ce qui vous ennuie. Tom est pressé à cette heure-ci. N'écrasez pas Mélisse. Ils lui expliquèrent la situation. Quoi ? S'écria Tom Bombadil, bondissant. Le vieil homme saule, hein ? Rien de pire que cela. Ce sera vite arrangé. Je connais l'air qu'il lui faut. Ô vieil homme saule gris, je lui gèlerai la moelle, s'il ne se tient pas tranquille. Je chanterai jusqu'à temps qu'il se déracine. Je chanterai un vent qui lui prendra feuilles et branches, vieil homme saule. Tom chanta près de l'arbre, sa bouche collée au trou d'où sortait le pied de Mary. Il chantait d'une voix profonde. Les jambes de Mary se mirent à gigoter. Tom s'écarta d'un bond, saisit une branche et fouetta le côté du saule. « Tu ferais bien de les laisser sortir, vieil homme saule, dit-il. À quoi penses-tu donc ? Tu ne devrais pas te réveiller. Mange de la terre, creuse profond, bois de l'eau, rendors-toi. Bombadil, parle !» Puis, il saisit le pied de Mary et le tira de la fente soudain élargie. Il y eut un formidable grincement, l'autre fente s'ouvrit en 2, et Pupin en sortit comme éjecté. Les hobbits le remercièrent. Tom éclata de rire. « Eh bien, mes petits bonshommes, vous allez rentrer avec moi. La table est toute prête, garnie de crème jaune, de rayons de miel, de pain blanc et de beurre. Bédor attend. Pour les questions, il y aura le temps et largement quand nous serons à table. Suivez-moi aussi vite que vous en êtes capable. » Il reprit son chemin, dansant et gambadant le long du chemin tout en chantant bien haut et bien absurdement. Les hobbits le suivirent, mais étaient trop surpris et soulagés pour ajouter quoi que ce soit. Soudain, Tom disparut, mais sa voix revint flotter vers eux. « Gambadez, mes amis, suivez l'os rondule. Tom doit voir aux bougies avant le crépuscule. Le soleil plonge à l'ouest, bientôt la nuit viendra. Quand vous n'y verrez plus, la porte s'ouvrira. » Puis, il disparut de nouveau. Le soleil sembla s'enfoncer derrière les arbres. De grandes ombres les enveloppèrent. Les arbres devinrent menaçants. Ils étaient fatigués avec des jambes de plomb et, quand ils levaient les yeux vers le ciel, ils apercevaient d'inquiétants visages, noueux et déformés.
Ce pays leur semblait irréel, comme un rêve angoissant. Ah, mais tu vois, là, il y a la mention de visage quand même. Ouais, je voulais y revenir justement. Ah. Après, voilà, Ouais, tout ce pays est irréel, comme un rêve angoissant. Ouais. Il y a ce côté rêve, donc qu'est-ce qu'il voit qui est un concret vrai visage ou ouais. pas. Mais on a quand même cette notion, surtout que quand ils lèvent le visage vers le ciel, ça me fait quand même penser, en fait, ils sont un peu comme défoncés, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment dans une espèce d'état second. C'est les champignons du Père Maggot qui font encore effet. En fait, tout ce chapitre n'est qu'une une expérience. Mais en tout cas, il lève la tête, il voit pas dans le ciel, il voit probablement en fait à hauteur d'Ent en fait. Enfin, je dis pas que ce sont des Ents, mais ça pourrait être ça en fait. Il regarde vers le haut et il y a des visages qui les regardent quoi. Tout ce chapitre, la forêt est très fort personnifiée. On parle de ce crâne chauve qui domine la forêt, on parle du cœur de la forêt aussi, puis maintenant de ses visages, les mains des arbres. Et en plus, on dit noueux et déformé. Noueux, ça me fait penser au nœud qu'il y a dans le bois. Oui, déformé, ça peut vraiment être. Ouais, ça peut ressembler à un ent, c'est vrai. Et soit un Pourquoi ent, soit parce qu'on a vraiment, évidemment, cette image des films et tout ça, mais il y a un moment, il parle aussi que quand l'arbre s'ouvre, le grand saule, Ouais. qu'il dit il est très vieux, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il le personnifie aussi. Ah oui, c'est l'homme saule. Hein, Ouais, c'est ça. Donc ouais. il y a un peu cette idée, peut-être pas que ce sont des ents, peut-être que ce sont juste des arbres, mais qu'ils ont des espèces de physicalité Ils un ont peu des sentiments, humaine, mon ami. Et toi, tu les coupes pour faire ton papier. ou pour faire des génocides, pour protéger ça. Puis, soudain, les arbres s'évanouirent et les brumes restèrent derrière eux. Ils sortirent de la forêt et virent une vaste étendue d'herbe. La rivière bondissait joyeusement à leur rencontre. L'herbe à leurs pieds était courte et lisse, comme si on l'avait tondue ou rasée. Les frondaisons de la forêt, derrière, étaient parfaitement taillées, à la manière d'une haie. Devant, le sentier se distinguait alors clairement, bien entretenu et bordé de pierres. Il se déroulait jusqu'au sommet d'un monticule herbeux, gris, sous le soleil pâle et étoilé. Et là, juchés encore plus haut sur une haute éminence, ils virent briller les lumières d'une maison. Le sentier plongea de nouveau, puis remonta les flancs unis d'un tertre gazonné vers la lueur. Soudain, un large trait de lumière jaune inonda le seuil où une porte venait de s'ouvrir. Devant eux se trouvait la maison de Tom Bombadil. Ils se précipitèrent devant. Leur fatigue était déjà à moitié oubliée, leur crainte évaporée. « Ohé, viens, Guédol !» retentit la chanson en guise de bienvenue. « Ohé, viens, joli idole, gambade et mêluron. Les hobbits, les poneys, tous aiment s'amuser. Que la fête commence, tous ensemble chantons. » Puis, une autre voix claire, aussi jeune et ancienne que le printemps, semblable au chant d'une eau bienheureuse coulant dans la nuit depuis un matin radieux et au sommet des collines, ruissela sur eux comme une pluie d'argent. Que la chanson commence, tous ensemble chantons, le soleil, la lune, les étoiles et la brume. Et sur cette chanson, les hobbits foulèrent le pas de la porte et une lumière dorée les enveloppa. Quelle magie. Incroyable. Merci FX en tout cas pour D'avoir partagé les chansons, merci. ces chansons parce que ça donne vraiment l'ambiance parfaite. Ce fut succinct, mais J'espère que vous Bah avez oui, surtout, tous. en ça plus, me on a- semblait On a nécessaire. vraiment bien le caractère gay de Tom Bombadil est très joueur. Ouais. C'est Je très l'avais chouette. complètement oublié, moi, qu'il était aussi joyeux que ça, il donne le sourire. Mais Ouais. c'est parce que en fait, quand tu lis souvent, surtout les chansons, tu les lis un peu de travers comme ça. Moi, à fond, moi, je les zappais, il y a des fois où je ne les lisais pas. Ouais. J'étais là, oh, je m'en fous. Histoire. Parce que ouais. Et là, en fait, de les entendre, ça donne vraiment. Ce côté Même avec une conte petite musique et comme ça, tout. juste, ça suffit C'est très à gai. avoir son énergie. ouais. Je voulais toucher un mot dans ce chapitre par rapport à Merry, encore une fois, et Merry et Pippin, en fait, qui sont vraiment. Enfin, surtout Merry, dans ce chapitre, qui est dépeint comme un vrai leader, en fait. Et c'est intéressant de voir que ce personnage qu'on peut avoir en tête comme un peu farceur, un peu à côté de la plaque, toujours moins que Pippin, hein, parce que Pippin est clairement, en tout cas dans les films, dépeint Pippin. comme le gros lourd, enfin, pas le gros lourd, mais en tout cas le gros maladroit. Mais Merry aussi un petit peu, comme son compagnon, mais là, pas du tout, quoi. Il est vraiment. Il est vaillant. Il est vaillant, il est positif, il mène sa troupe avec. Enfin, il y a cette phrase que j'ai dit, comme à un moment, il est plein d'angoisse et d'inquiétude, mais il ne le montre pas à ses compagnons parce qu'il doit tenir la troupe, il doit suivre le chemin, malgré le fait que Pippin le tacle en disant mais tu nous perds et tout ça. Non, il garde son truc. Mhm. Et surtout qu'il Et est en mode, c'est là-bas qu'on doit pas aller, il le sait, Ouais, il sait qu'il doit faire gaffe, et il se retrouve perdu à cause de la forêt, Mhm. et il est là, ok, bon, on s'est planté, Ouais. la forêt fait clairement quelque chose, mais on va trouver les Et solutions. c'est lui qui réveille Frodon en disant t'es paresseux. C'est vraiment.
C'est vraiment un personnage qui. Ils vont bien ensemble, chacun a très son fort, rôle. ouais. Sam, c'est de toujours veiller sur Frodon. Frodon, c'est d'essayer quand même de maintenir l'objectif de la quête, c'est aller à Foncombe dans ce cas-ci, de sortir de cette forêt. Merry, c'est les guider. Et Pipin, par contre, lui, il a été diplomate avec Maggot. Il a quand même un peu arrondi les angles. Ouais, c'est lui Mais à qui a part été ça, avec pour Maggot. l'instant, je trouve que c'est le plus inutile. Bah, il n'a pas encore prouvé sa valeur, mais il n'a rien fait. Oui, c'est ça, exactement. Il n'a Ouais, pas encore j'aurais fait de pas dit grosse mieux. erreur comme il le fera plus tard. Bah, dans la première partie, c'est lui qui a pu négocier avec Maggot. Ils ont, donc Ouais. quand même. Non, j'aurais pas dit mieux en fait. Et Sam aussi est intéressant, ce côté où finalement c'est grâce à lui qu'il déjà il sauve Frodon de la Mhm. noyade, il le retire de Et qui l'eau. permet à Frodon d'appeler Bombadil, Ouais. d'appeler à l'aide en tout cas. Et c'est le seul à résister à la chanson des arbres. Et donc Ouais. ça montre encore une fois déjà Il y a une grande une force première fois, d'esprit, c'est hein. sa force d'esprit et qui montrera plus tard parce qu'il va porter l'anneau plus tard, Mhm. à la fin de l'histoire, et il va complètement y résister aussi. Il va pouvoir le rendre facilement. Mais si, c'est vrai. Je me rappelle pas s'il il avait eu autant de facilité. Il a je crois qu'il s'est mentionné que c'est difficile un petit peu, mais Ouais. il le rend quand même Ouais. Frodon. Parce qu'il a pas eu assez longtemps aussi. C'est hein. pas donné à tout le monde. Ouais. C'est parce qu'il a eu pendant très peu de temps. hein. Oui, mais Il a même, pas eu le temps d'être corrompu. normalement, un humain, une personne normale, il prend l'anneau, il le rend à personne. quoi. Ouais. Est-ce que Boromir, là aussi un instant, ne fût comme dans le film, et le rend Non. avec pression d'Aragorn? Non. Dans les films, il l'a. Enfin, il le tient, mais je ne sais pas si c'est. Dans le livre, en tout cas, je n'ai pas de souvenir d'un moment où Frodon trébuche Ouais. et que son anneau se Oui, relève. oui, oui. C'est très cinématographique, ça. C'est pas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, Sam qui montre. Mais Une Bombadil, grosse va première non, fois. je vais pas le dire. Ce sera dans le chapitre suivant. mais Oui, par Il y a- rapport il y a- à Bombadil. Il y a des personnages qui vont tenir l'anneau, je crois, autre que Frodon et Sam. On on verra. va pas en dire plus. Ouais, mais ça, mais par rapport à Bombadil aussi, voilà, première apparition, mais Ah oui, parlons de notre fameux Tom, Mais probablement un des personnages les plus emblématiques, mystérieux, Des livres, en tout adorés cas. en tout cas des gens Ouais. aussi. je pense qu'on pourra en parler plus longuement dans le prochain chapitre Ouais. parce qu'on va, Ouais. on va vraiment avoir un chapitre entier avec lui. On va un peu voir toutes ses capacités et ça va aborder beaucoup de thèmes parce que c'est vrai que c'est un personnage très mystérieux de l'œuvre de Tolkien, même pour les plus grands fans. hein. Oui, ça reste C'est que des théories. Je pense Ouais. que tout ce qu'on connaît de lui, enfin tout ce qu'on spécule sur lui ne sont que des théories. Je pense qu'on aura des petits trucs préparés la prochaine fois pour Ouais, ouais, parler on de en ça parlera. Oui, oui. avec Tout à fait. recherche et. Mais ouais, quand même, chouette première introduction. Bédor aussi, c'est ça, un Bédor. sa femme, ouais. Sa femme, qui est légèrement, rapidement introduite. On a son nom, elle chante visiblement à la fin, mais on Et l'a elle pas est- encore vue. Presque décrite. Enfin, il y a une phrase que tu disais, un son. Il faut que tu me relises la phrase, je l'ai plus, mais qui laissait supposer qu'elle était très ancienne, alors qu'elle a l'air jeune. Elle n'est pas décrite comme une vieille dame, mais je qu'elle sais a pas l'air comment- d'exister depuis toujours. Bah, un peu comme Bombadil. c'est une Oui, sorte comme on m'a de- dit aussi. Il y a Mais quand même des c'est- indices en fait pour leur faire bien comprendre que c'est pas juste C'est des créature. randoms dans la nature. Non, non, non. C'est des êtres très puissants et qui sont très très anciens. Ouais, Ouais. et on parlera de Bédor aussi en fait en longueur parce que c'est aussi un personnage. Bon, là, on a peut-être un peu plus de réponses, mais c'est aussi un personnage très intéressant qui n'est pas, Ouais, ouais, qui carrément. n'est ni Valar ni Maillard, mais qui est esprit, etc. Bon, je n'irai pas plus loin, mais très intéressant en tout cas. Mais ouais, hyper fort. Ah, surtout que ce chapitre, il a été galère pour moi. Mais ce qui est marrant, je t'en parlais en off avant, Cyril, c'est que moi, ce chapitre, je sais pas comment je l'avais lu la toute première fois, mais cette fois-ci, je me rappelle très bien. J'étais fatigué, c'était l'après-midi, et j'avais déjà envie de faire une sieste. Et je me suis dit, non, allez, lis d'abord ce chapitre, et après, tu pourras te faire une pause, et puis tu travailles dessus. Et j'étais dans mon lit en train de lire ce bazar, et plus j'avançais, et plus. Tu vois, quand tu luttes pour lire un livre, et que t'as l'impression que tu viens de lire 2 pages, et tu te rappelles de rien, et du coup, je savais plus où j'étais. C'est les Comme eux, arbres qui et sont vraiment, eu. forêt. ça c'était marrant, j'avais vraiment l'impression d'être comme eux dans la forêt, et du coup, c'était une plaie à lire, jusqu'au moment où t'as Bombadil qui arrive et qui se libère de cet arbre. Ok, ça va. Maintenant, je me réveille et je me ressors de ce truc, mais c'était tortureux ce chapitre. Ah Je bah, dois complètement avouer que c'était mon cas la première lecture, que j'étais là. Mais, ok, surtout que quand tu lis le livre et que tu as vu les films, etc., le début est long quand même. Ouais. Là, c'est parce que Oui. nous, on le sépare en chapitres et qu'on prend énormément de plaisir, mais on a quand même, on n'est pas beaucoup avancé dans l'histoire On est techniquement à ici. peine en dehors de la comté. On Et a on déjà est bien déjà avancé dans le on est à livre. 230 pages dans mon livre en tout cas. Ouais. Enfin, donc voilà. Et donc au début, quand tu lis, t'es là en mode, ok, il marche depuis je sais pas combien de pages, et là on est dans une histoire d'arbres et tout. Donc, C'est quand qu'on arrive à fond. en tout cas, moi, ma première lecture, c'était un peu un passage où j'avoue que j'étais un petit peu. Voilà, mais par contre, leur lire ici, bah, c'est un plaisir. Enfin, c'est déjà beaucoup plus agréable. Et puis, je sais que tu as Bombadil qui arrive. Donc, Ouais. à partir de là, c'est vrai que. Et ouais, moi, je te rejoins aussi vite sur les poèmes et sur les chansons. J'ai aussi parfois eu tendance à les passer. Parfois, je me forçais un peu pour voir, ou ne fût-ce que la moitié pour voir un peu. Et c'est vrai que là, le fait qu'on le travaille, c'est quand même sympa de revoir un peu
Maintenant, c'est vrai que quand tu le lis, surtout si tu l'as déjà lu ou quoi, si tu as déjà lu les livres, je sais pas si tu te prends le temps à chaque fois de te faire une chanson tout seul dans ton lit ou dans ton fauteuil. Non, mais ça ajoute de la magie, et ce personnage de Bombadil, sans ça, il serait beaucoup moins caractérisé. Je trouve c'est cool que tu l'aies abordé comme ça. Non, c'est très chouette. Moi, c'est vrai que ça m'a frappé très rapidement. J'ai pas grand chose à dire de plus que cette anecdote. C'est que cette péripétie, elle fait quand même fort écho au passage de Bilbon dans la forêt noire. Oui. Avec les arbres qui confusent. Si tu ne suis pas le sentier, tu vois, il y a aussi une histoire de sentier qui bouge, ou si tu ne le suis pas, tu te perds. La forêt qui leur en veut, qui les embrouille. Et j'allais en parler de justement. prendre de la hauteur aussi pour arriver à s'en sortir. Parce que moi, il y a un énorme lien. Enfin, pour moi, c'est presque les mêmes. Oui. Frodon revient un peu les mêmes péripéties. J'ai l'impression que Bilbon, il y a vraiment un écho entre leurs deux aventures. Tout à fait. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes enchantements, mais voilà. Ah oui, parce que moi, je trouve quand même que c'est deux scènes qui se ressemblent. Ah oui, c'est clair. C'est un monde finalement très cohérent. Enfin, c'est d'une forêt à l'autre. Mais puisque il y a même moyen que c'était dans le temps ancien une et même forêt qui a été découpée, donc finalement c'est. Mais la forêt noire est plus à l'est, c'est ça? Oui. Nord-est. Forêt noire. Vous parlez de la forêt. De Mirkwood. Oui, donc elle est à l'est, même à l'est des Monts Brumeux. Ouais, c'est ça. Et l'autre côté, oui, mais. Enfin, même pas au nord, du coup, complètement à l'est. Ouais, à l'est des Monts Brumeux. Voilà. Mais écoutez, donc voilà ce qui clôture ce chapitre pour aujourd'hui. On a hâte de reprendre le chapitre prochain avec Tom Bombadil et de pouvoir en parler plus en profondeur. Je fais une rapide petite annonce pour dire qu'on va en fait lancer une espèce de mini-section par épisode par rapport aux erreurs qu'on aurait pu faire par le passé, soit parce qu'on s'en est rendu compte nous-mêmes, ou alors parce que vous nous avez envoyé un mail ou un message. Donc si vous avez entendu qu'on a utilisé un mauvais nom, un mauvais mot, ou qu'on a fait des petites erreurs historiques, n'hésitez pas à nous le dire, et on essaiera de se reprendre pour apporter essayer des précisions. Hein. Voilà. On essaie d'éviter les erreurs, mais ça arrive qu'il y ait des petits glissements parfois. Oui. Comme on l'avait dit au premier épisode, on n'est pas des spécialistes, et du coup on est surtout des fans, et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas complètement calé, et donc ça nous fait du bien d'avoir aussi vos précisions. Puis aussi il y a des sources qui diffèrent, hein. C'est parfois ça aussi qui nous met dedans, c'est qu'entre les réécritures de Tolkien lui-même à 10 ou 15 ans d'écart, puis les réécritures de son fils, parfois, les éditions parfois aussi qui font des modifications, on ne sait plus qui dit la vérité. Mais voilà, en tout cas on est plein de bonne volonté, et on met aussi des choses en place en amont pour essayer d'éviter de faire ce genre d'erreur, et on espère pouvoir vous proposer plein de contenus historiques. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous en faire part, on se reprendra ici. Mais du coup, une première erreur qu'on avait fait, qui nous a été on nous a fait remarquer ça plusieurs fois, c'est qu'il y a quelques épisodes, on aurait dit, alors je sais plus exactement le passage, mais on aurait dit que les elfes étaient venus en Terre du Milieu de Valinor, ce qui est effectivement faux d'ailleurs. En fait, comme vous me l'avez dit par message, on va le redire maintenant, effectivement, les elfes sont nés en fait à l'origine aux côtés d'un énorme lac qui se trouve tout à l'est de la Terre du Milieu, donc ils sont nés en Terre du Milieu. C'est le lac Elcar, et c'est sur la berge du Cuiviénen. Voilà. Et en fait, plus tard, ils ont traversé toute la Terre du Milieu de l'est à l'ouest, et puis ensuite, ils se sont rendus à Valinor en traversant la mer. Et puis, ils ont vécu longtemps à Valinor, etc., etc. Et ils seront revenus en Terre du Milieu pour en fait essayer de tenter de récupérer les Silmarils que Morgoth aura volés à Valinor, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais on fera peut-être, ça peut faire partie un peu des petits dossiers historiques qu'on fera sur les elfes. J'avais déjà un peu travaillé là-dessus en plus, donc quand le moment sera venu, quand nous recroiserons des elfes, voilà, peut-être, on pourra réaborder ça en détail. Aussi, maintenant, on va pouvoir parler aussi de mails et de messages qu'on a reçus. On a reçu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, des messages par rapport à... Parce qu'on avait eu un petit débat il y a 2 épisodes de cela, je crois, par rapport à la justification de Melkor, donc Morgoth, parfois on utilise les 2 mêmes mots, hein, c'est la même personne pour c'est d'ailleurs Fëanor qui a nommé Melkor Morgoth. Ok, d'accord. Qui veut dire l'ombre, ennemi de tout ça. le monde. Oui, enfin la traduction. C'est vraiment pas gentil comme appellation. Okay. Tu es l'ennemi de tout le monde. Personne ne t'aime. Et donc Melkor ou Morgoth, c'est donc vraiment le mal absolu, c'est un des tout premiers, le plus grand dieu, un Ainur qui a été créé par Iluvatar à l'origine avant même la création de la Terre du Milieu, donc pour vous dire, et qui a été en fait l'esprit un peu dissonant, hein, c'est un des plus puissants Ainur, mais qui avait cet esprit dissonant, et qui donc s'est rebellé contre Iluvatar, son créateur, car il avait la volonté de pouvoir s'emparer du feu sacré. Donc le feu sacré, c'est la capacité à créer la vie consciente et libre. Et il voulait cette capacité qui lui a été refusée par Iluvatar, et par rébellion,
il s'est rebellé directement contre Ilúvatar, et puis plus tard, quand Ilúvatar a créé la Terre du Milieu, en fait, il est descendu en Terre du Milieu, il a voulu s'accaparer les territoires, et puis ensuite, différents Ainur devenus Valar en Terre du Milieu, qui créaient des choses par-ci par-là. Il a commencé à casser complètement les créations des autres, et à corrompre les créations des autres par simple esprit vengeur et de contradiction. Et de chaos. Voilà. Mais ce que nous précisait... je te laisse terminer d'abord. Non, voilà, c'est ce que je disais, mais du coup, on parlait de ça, on voilà. essaie de trouver une justification par rapport à ça. Enfin, Julien essaie de trouver une justification avec laquelle je n'étais pas forcément d'accord, mais vous avez rebondi un peu là-dessus. On essayait de comprendre plutôt que de justifier. Voilà. On a reçu 2 messages, surtout, donc, un d'Alexandre et un de David, qui nous reprécisaient les raisons, en fait, derrière lesquelles... les raisons du mal de Melkor. Donc David nous reprécisait ce que je viens de dire, en fait, que donc Ilúvatar avait gardé pour lui ce feu sacré, et donc Melkor se rebellait par rapport à ça. Et puis David nous précisait aussi que pour lui, il y avait quelque chose d'assez philosophique là-bas derrière, c'est qu'effectivement, le mal a son utilité dans la création d'Ilúvatar, puisque, en fait, c'est une sorte de relation... comment expliquer ça ? Interdépendante. Interdépendante. Il n'y a pas de bien sans mal et inversement. Ouais. Et aussi, ce qu'il précisait, qui était très, très juste, c'est que, en fait, c'est Ilúvatar qui a insufflé ce besoin, cette envie et cette capacité de dissonance à Melkor, parce que sans ça, ça aurait été juste un chant plat, immuable et immobile. Et il fallait, comme toute musique, il faut qu'il y ait des dissonances, il faut qu'il y ait des arrêts, des pauses, des silences. En fait... Et que c'est lui qui a créé en fait lui-même son propre adversaire pour qu'il puisse y avoir une musique riche et qui évolue. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est que le fait est que... Pardon, je me suis... Non, mais je crois que tu vas dire ça, c'est effectivement, c'est exactement les thèmes chrétiens. Je pense que c'est ça que tu voulais parler ou pas ? C'est du fait que, par exemple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, à la création parfaite, Dieu a laissé la tentation, le mal, le serpent, s'introduire dans sa création parfaite pour en fait donner aux hommes le libre arbitre, et puis il se faisait chier aussi. Et puis en fait, créer le monde et rendre en fait à la fin gloire à la création divine, puisque sans le mal, il n'y a pas de bien. Le bien n'est pas mis en valeur. Non, mais ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que voilà, Ilúvatar en fait a les pleins pouvoirs sur l'univers qu'il a créé, en fait, sur Leia, sur l'Arda, et qui pourra en un claquement de doigts tout arrêter, et qu'en fait il décide de laisser cette dissonance continuer, qu'il décide de laisser du libre arbitre aux hommes, aux Valar, et que voilà, donc c'est assez intéressant qu'il laisse Melkor finalement exister, qu'il lui laisse un peu de quoi faire, alors qu'il pourrait très bien... Et oui, donc ce que tu disais, c'est qu'il va quand même toujours aller mettre sa petite touche, il va orienter, toujours un peu évidemment, enfin dans le sens du bien entendu. Il va influencer certains événements ou certaines décisions par une sorte de magie. Parfois on se dit, alors comment ça a pu arriver ça ? C'est le hasard, c'est de la chance, c'est du scénarium comme on dit, ou alors parfois c'est carrément suggéré dans le texte que c'est une intervention extérieure, divine. Mais là on rentre dans une discussion carrément théologique, c'est la question du bien et du mal, de la morale. Pourquoi si Dieu existe, pourquoi le mal existe ? Et effectivement dans le monde de la Terre du Milieu c'est acté que Dieu existe, donc pourquoi le mal existe quand même ? Mais il y a vraiment... pour magnifier, comme on disait en off, comme tu disais en off, c'est pour glorifier, enfin pas glorifier, mais pour nourrir son œuvre et rendre le bien encore plus éclatant. Et du coup le mal va répondre et va être encore plus puissant, mais inversement le bien va répondre et va être encore plus grand. Donc sa chanson ne va que s'enrichir en fait. Et effectivement elle s'enrichit, et en plus le mal permet au monde d'évoluer dans une direction qui est bonne. Par exemple, c'est David qui nous le... Non, c'est Alexandre qui nous le faisait remarquer, qui disait que la création de la lune et du soleil était due à Melkor finalement, puisqu'en fait c'est Melkor qui va... D'abord, en fait, au début de la création de la Terre du Milieu, la lumière vient d'arbres qui ont été des arbres lumineux en Valinor, et puis en fait, Melkor va détruire ces arbres, et donc on va par la suite avoir la création des astres solaires et lunaires pour apporter la lumière sur la Terre. Donc en fait, la création du monde évolue et se magnifie grâce aussi au mal, et donc c'est... Voilà, c'est une interdépendance intéressante. Je trouve ça vraiment une question extrêmement intéressante auquel j'ai vraiment pas... Enfin, c'est très très bizarre en fait de dire j'influe du mal pour que le bien prévale, mais du coup
c'est clairement, en fait, je vous mets des guerres, je vous mets des personnages qui sont le mal absolu, mais vous allez voir, ça va vous servir sur le long terme. C'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que c'est la question de toutes les religions. Vu qu'il y a un mal absolu, il y a un bien absolu aussi, donc ça c'est réconfortant comme pensée. C'est des questions qui sont centrales dans le christianisme, dans l'islam, dans partout en fait. Hein. Mais dans ce côté ici, c'est encore plus. Je vous force, vous, hommes et elfes et autres races, etc. Je vous force à vous entraider, à pouvoir prendre les armes ensemble. Enfin, il y a quand même ce côté guerre ici. Enfin, encore une fois, tout à fait juste, mais c'est vraiment, voilà, je vous mets un gars là qui va vous forcer à vous faire des guerres, mais vous inquiétez pas parce que vous en sortirez plus fort. Oui, mais on a perdu la moitié de nos potes. Oui, mais vous en êtes sortis plus fort. Et voilà, c'est difficile. C'est paradoxal, mais très intéressant. Quoi. C'est difficile de vraiment définir le but d'Iluvatar dans tout ça. En tout cas, on peut peut-être imaginer qu'effectivement, il y a cette idée de glorification de son monde et de sa création qui est permise à la fin par cette confrontation entre le bien et le mal, mais c'est difficile de dire exactement ce qu'il veut. Évidemment, les voies du Seigneur sont impénétrables, on peut pas vraiment le savoir, mais c'est ça qui est magique, et c'est... Mais ouais, ça mériterait j'ai déjà pas mal entendu de choses, etc. sur Iluvatar, mais c'est vrai que ça reste aussi... En fait, c'est le point... vraiment le début de tout ce qu'on a comme univers, c'est lui, les chansons... C'est l'alpha et l'oméga. Et c'est vrai que ça mériterait de se... là qu'on en parle, ça me fait poser la question, mais c'est vrai, quel est son but ? Pourquoi cet univers ? Et pourquoi les Valar ? Mais ça revient vraiment... Parce que c'est pas... Pourquoi notre univers, par extension hein. Oui, mais parce que évidemment, si on fait un lien trop grand avec la théologie de notre monde à nous, le monde dans lequel on vit vraiment... Mais le lien est fait par Tolkien. C'est beaucoup plus... Oui, il est fait. Mais si on s'en a... Et d'office, il y aura des liens dont on ne peut pas se défaire. Mais si on s'en arrête juste à Leia, au Légendarium... Leia ou Luke ? J'ai failli la faire et je me suis retenu, c'est dégueulasse. Comme ça, on peut préciser, Leia, c'est L''E-I-A. Non, c'est E-A. Ok, oui, Léa. E-A. Excuse-moi. Et Ea veut dire l'univers, Arda étant la terre sur laquelle il y a la terre du milieu, Valinor, etc. Et l'intégralité de l'univers de Tolkien, avec Iluvatar étant compris dedans, et ce qu'on appelle le Légendarium, mais je pense que c'est plus un terme externe, c'est-à-dire que ça reprend les livres, et c'est pas le Légendarium, Iluvatar, Eia, Arda, c'est l'intégralité des livres et ce qui a été créé. Ce qui pourrait d'ailleurs comprendre d'autres trucs qui pourraient devenir canon, notamment les films, peut-être, plus ou moins, selon certaines personnes. Le film de Peter Jackson. Est-ce qu'ils font partie du Légendarium ou est-ce que ça ne reste qu'une visualisation c'est une visualisation des livres. Avec des modifications. Mais soit tout ça pour revenir au fait que, voilà, après on va peut-être s'arrêter là-dessus, mais dans ce Légendarium, il y a Iluvatar et quels sont qui est cette on devrait faire un épisode théologie, on inviterait un pasteur. Je le note dans les épisodes spéciaux pour la suite. Parce que en vrai, là on pose des questions qui dépassent l'œuvre, qui sont vraiment des questions théologiques et qui sont donc fatalement qui s'adaptent, qui se posent aussi dans cet univers-là, puisque cet univers-là a une religion, un dieu, mais c'est des questions aussi larges qu'on pourrait se poser. Oui, bien sûr. Après, je sais pas si c'est. Mais non, mais c'est génial, c'est fou. Ouais, clairement. Mais quand je dis que Tolkien fait un lien avec notre monde, c'est que, on le rappelle en une énième fois, mais c'est que Tolkien décrit la Terre du Milieu comme un passé de notre monde à nous, donc Iluvatar serait aussi notre dieu à nous. Et donc en fait, pourquoi ne l'est-il pas d'ailleurs ? Ne l'est-il pas. Mais en tout cas, pourquoi il nous a... Voilà, on peut se poser pourquoi nous a-t-il créé alors ? Mais bon, c'est très... Voilà. Mais du coup, David et Alexandre, vous nous aurez fait en tout cas beaucoup réfléchir par rapport à ça, et merci beaucoup de vos précisions. Encore une fois, un rappel, si vraiment vous voulez... réagir sur certaines choses, n'hésitez pas, nous on se fait un plaisir de vous lire. Que ce soit sur les posts Facebook, sur les sorties d'épisodes, ou par mail, sur l'adresse lespagesdumilieu@gmail.com. Voilà. C'est toutes les informations sur notre page Facebook, et aussi sur Instagram, on le rappelle. Sinon j'espère que Cyril a répondu aux questions des mails, parce que sinon évidemment après... C'était surtout des précisions, pas vraiment des questions. Oui, voilà, mais parce que nous après il y a beaucoup de spéculations, de théorisation, j'espère que ça vous plaît de rentrer dans la démarche avec nous, mais tout à fait. Voilà. Et bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de cet épisode, après des discussions tellement enrichissantes, ça m'a fait beaucoup plaisir. Déjà la fin. La semaine prochaine, nous allons, comme on l'a dit, continuer notre aventure, et surtout, nous allons enfin découvrir un peu plus profondément ce mystérieux personnage qui est Tom Bombadil. On prendra le temps de vraiment décrire certaines théories autour de ce personnage, parce que c'est vraiment intéressant, et surtout
unique au livre. Voilà, ça n'a pas été adapté. On peut le comprendre pourquoi. Donc, C'est peut-être un qu'on des pourra arguments toucher de un mot. vente pour commencer le Ouais. livre. Oui, mais il y a Il y a le Tom. passage avec Tom Bombadil, tu connais pas, lis-le. Ok. Mais c'est peut-être bien. qu'on pourrait en parler aussi les raisons derrière pourquoi elle n'a pas été adaptée, parce que c'est aussi intéressant. Mhm. Ouais. Et Il a été adapté dans d'autres adaptations. Oui, les parce dessins qu'il faut animés. savoir qu'il y a des dessins Gérald animés, Pachi. il y a des films russes, et il y a des films finlandais. Ah bon. Je vois par exemple sur le wiki ici une image live action. Oula, donc, ça donne envie. Ouais. Ça fait C'est une image maudite, tu un peux pas la petit regarder live- un plus petit de 2 live de minutes. projection. Ah oui, c'est dans mes plans. Je vous y inviterai. Enfin, je parle à Julien Cyril. Hein. Je peux pas inviter toute l'audience, même si. Donc voilà, et voilà, j'en profite encore une dernière fois pour vous rappeler que nous avons un Instagram, un Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez le voyage avec nous, d'en parler autour de vous, ça nous aide. On a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et c'est vraiment très motivant. Abonnez-vous sur les plateformes où vous nous écoutez, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que vous nous conférez sur les applications, ça nous aide aussi pour le référencement. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et merci pour vos réactions et votre écoute et votre loyauté, si je puis dire. J'ai utilisé ce mot, voilà, mais loyauté. Et Nous nous, faisons une petite communauté de l'anneau. pour voilà. l'instant, oui. On voilà, peut le dire. qui grandit petit à petit, mais C'est c'est cette très petite chouette. communauté à nous, quoi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine Pareillement. et À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.